Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz. C'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui va revenir autour de l'actualité qui reste dominée par la sortie médiatique du président de la République qui a accordé une interview à Top Congo FM mais aussi à la RTNC. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés, notamment la Covid-19, les élections en 2023, la justice, la sécurité. On va essayer de revenir sur ces différents points au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur Matata Ponyo qui est encore une fois de plus dans les collimateurs de la justice. Il est réclamé au niveau de la Cour constitutionnelle, par la Cour, plutôt les parquets près la Cour de cassation, en rapport avec les dossiers des victimes de la zaïrianisation. On parle d'une somme de plus de 140 millions. Qu'est-ce qui se passe réellement? On va essayer de revenir sur cette question au cours de cette émission. On fera également les points sur la CENI, dont les choix des animateurs continuent de poser problème. Et pendant ce temps, c'est Martin Fayoulou qui demande à ses sympathisants de prendre d'assaut les rues de Kinshasa et de l'ensemble du pays afin de protester contre la loi électorale qui, selon lui, ne garantit pas un processus électoral crédible. On va revenir également sur l'état des sièges. On a enregistré encore des cas de morts ce matin au niveau des Béni. On parle de 10 morts. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque l'avancée de l'état des sièges? On en parle sur ces plateaux avec Wilson Munzemba, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé. Bonjour tous les téléspectateurs de Congo Base Télévision. Je crois qu'on est venu aujourd'hui, nous allons décortiquer l'actualité dans son ensemble. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sont tombées sur l'actualité. Nous ferons de notre mieux pour plus donner l'éclaircissement. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, sauf qu'il fait très froid. Comme c'est la saison sèche. On a dit, il paraîtrait qu'on avait détourné les frais de frayons pour les ciels et les gardes a remis l'argent à l'IGF et nous voici refroidis encore une fois. Sinon, la politique, l'Union sacrée, les FCC, la Mouka, est-ce que tout évolue bien? Oui, tout n'évolue pas bien, le pays va mal, parce que nous sommes à 61 ans d'âge, le Congo a reculé de 1000 pas et nous n'avions pas progressé suite à la haine, la mauvaise foi et une haine qui est caractérisée par une mauvaise gestion. Et voilà les conséquences qui ont fait que le Congo ne puisse pas avancer. Nous avons reculé de 1000 pas. Très bien, on va cette fois-ci parler du menu de cette émission. Le président de la République a accordé une interview à 2 médias de la place, je cite la RTNC et Top Congo, une interview au cours de laquelle le président a abordé plusieurs questions d'actualité. On va essayer un peu de sélectionner quelques-uns de ces questions, notamment commençons d'abord par la Covid-19. Le président a encore des doutes sur les vaccins qu'on est en train de donner aux gens actuellement. La campagne avait été lancée au mois de mai, je crois, par l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, l'AstraZeneca. Le président estime que lui n'a jamais fait confiance à cette histoire. Ça a causé plutôt de graves répercussions au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique et au niveau du pays. Il fallait qu'on puisse stopper, mais malheureusement, Eteni Longondo ne l'avait pas entendu de cette oreille, ce qui explique la non-vaccination du président jusqu'à ce jour. Il dit attendre les prochains vaccins et là, il va se présenter pour se faire vacciner. Est-ce que les propos du président rassurent ou garantit-il la quiétude dans les chefs de ceux qui se sont déjà fait vacciner? Ça ne peut pas donner la quiétude à chacun de nous, mine de rien, mais ce qui est vrai que tous nous suivons les médias au même méandre que les chefs de l'État. Donc, le problème AstraZeneca n'est pas le problème du Congo. Moi, j'ai toujours dit, nous devons privilégier plutôt nos recherches parce que la Covid aujourd'hui est liée à l'immunité. L'immunité, plus loin, est liée à l'ADN. L'ADN est lié à l'environnement dont on évolue. Et ça, c'est un problème sérieux. Si les chefs de l'État présentent des doutes aujourd'hui, mais il y a de quoi à se réjouir. Moi, personnellement, je m'en réjouis parce que AstraZeneca a présenté plus des avantages pour les hommes de 3e âge. Alors, il y a d'autres vaccins qui pouvaient mieux faire qu'AstraZeneca. Et c'est pour cela que le chef de l'État, moi, c'est pour la première fois que je commence à voir, nous avons au moins un président sincère. Et ça ne passe pas aux oreilles de gens qui sont plus irresponsables quelquefois. À un moment donné, le chef de l'État a un averti immédiat
du gouvernement. Il est un averti immédiat parce que il sait ce qui se passe et il a suivi à la loupe. Je crois que les task force qu'on a mis en place, c'est lui qui était le patron des task force et c'est lui qui a mis ça en place. Et s'il y a des conseils que le ministre n'a pas accepté ou n'a pas mis en œuvre, cela prouve à suffisance comment est-ce que nous sommes reculés de 1000 pas par rapport à l'indépendance. Écoutez, dans une société où le chef vous dit, mais écoutez, cette affaire ne peut pas aller plus loin. Et le ministre est considéré comme le technicien du gouvernement. Et c'est lui qui devait donner des avis auprès du gouvernement. Et le ministre n'a pas mis en marche, et il a mis en mal la quiétude de la population. Et aujourd'hui, tous nous avions vu ceux qui ont fait des expériences, soi-disant qu'AstraZeneca, quand on vous met cela, vous mettez votre téléphone portable et ça colle. Évidemment, nous l'avions vu. Les gens l'ont fait. Mais ça dépend aussi d'un individu. Ça dépend aussi d'un individu à un autre. Ah, parce que nous avions vu, d'autres personnes l'ont pris, ça n'a pas posé problème. Moi, j'ai des amis qui sont proches de moi, ils ont pris ces vaccins-là, ça n'a pas posé de problème. Pourquoi le chef de l'État, qui avait constaté comme tout le monde que l'AstraZeneca posait des problèmes, n'a pas interdit les lancements de la campagne? Pourquoi il a laissé éteindre la Covid n'est pas un problème congolais. La Covid n'est pas un problème congolais. Ce n'est pas un problème congolais. C'est un problème international. Il revient au chef de l'État de garantir, je dirais même, la paix au niveau de la santé. Oui, la sérénité sanitaire, ça revient au chef de l'État. Mais, écoutez, ces vaccins-là ne présentent pas trop d'inconvénients à tout le monde. C'est pareil aussi, vous savez, nous avions beaucoup de produits pharmaceutiques liés à la malaria, mais vous savez, il y a d'autres qui acceptent les lumefantrine, il y a d'autres qui n'acceptent pas. Et c'est pour cela que vous voyez dans les marchés, le médecin peut prescrire un produit et l'autre dit, tel que moi, je me dis toujours, je suis très allergique avec tout ce qui est Bactrim. Donc, tout ce qui est sulfatrim, plutôt, peut poser préjudice à mon corps. Mais ce n'est pas de même avec vous. C'est pareil aussi avec le chef de l'État. Alors, AstraZeneca a démontré ses limites. Mais pourquoi le chef n'avait pas pesé de tout son poids pour stopper cette campagne? Est-ce que le Congo a acheté les vaccins à ma connaissance? Non. On nous a donné. C'était un don. La campagne avait été lancée. Nous ne l'avions pas acheté. Mais la campagne, plutôt, les vaccins étaient supposés être expirés au mois de juin. Eh ben, là, on n'a pas tous les éléments par rapport à justifier cela. Mais écoutez, est-ce que les vaccins qu'on nous donne aujourd'hui, est-ce que c'est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire. Il n'y a personne qu'on a obligé d'avoir le vaccin. Non. Alors, pourquoi est-ce que ça devrait toujours revenir au chef de l'État? Je crois que lorsqu'on est une brèche de la liberté, et les gens sont libres d'accéder au vaccin ou pas. Et moi, tel que moi, je me dis, je crois aux recherches des Congolais et nous aurons notre vaccin de Mouniangi ou paix à son âme. Vous croyez aux recherches des Congolais? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui des produits que Jérôme Mouniangi nous a apportés? Il semble qu'il a connu une sorte de blocage au niveau de l'équipe de la riposte coordonnée aujourd'hui par les docteurs Mouyembe. Non, il aurait connu des blocages. L'équipe de la riposte n'a pas bloqué Mouniangi par rapport aux recherches. Les recherches sont libres. J'ai parlé avec quelques proches de Mouniangi qui estiment qu'il y a eu nous sommes au stade. Je sais, vous devez me faire parler ce que je ne connais pas. Mais Mouniangi était à Matadi. Vous êtes d'accord avec moi? Les expériences continuent. Donc, il continue à travailler. C'est quitte à lui aussi de nous amener quand même le produit au temps opportun parce que nous en avons besoin par rapport à nos immunités. Alors, il y a aussi une autre question d'actualité que le président a abordée, l'affaire des véhicules des députés. Une sorte de cacophonie s'est installée par rapport à ces dossiers. Certains députés nous ont parlé d'un don du président de la République. Le bureau de l'Assemblée nationale a parlé d'un crédit qui sera pris en charge par le gouvernement, mais là, le président vient de contredire tout le monde. Le président estime que lui n'a jamais promis des jeeps aux députés, mais par contre, ce sont des députés surtout qui venaient de l'intérieur, c'est-à-dire de nos provinces, qui estimaient qu'ils n'étaient pas dans de bonnes conditions. Et là, les jeeps, c'est une affaire qui ne concerne que l'Assemblée nationale, qui, pour le président de la République, jouit d'une certaine autonomie financière. Alors finalement, qui dit vrai, qui dit faux dans cette affaire? Je suis au regret de constater que les Congolais ne sont pas toujours matures jusqu'à aujourd'hui. Même les politiciens, soi-disant, entre guillemets, qui fait une déclaration par rapport au Jeep. Mais c'est l'achat des Jeeps, c'est une coutume ou c'est une habitude? Une question. C'est un débat de caniveau.
Nous l'avions toujours vécu ici dans des législatures passées. Mais par rapport à dire que c'est un don du chef de l'État, aujourd'hui nous avons la version officielle. Le chef de l'État a dit non, ce n'est pas son don, il n'en a pas. Je regrette à Fayoulou qui vient de le dire ce matin à la radio, je regrette l'immaturité politique. Voilà le genre de politiciens qu'on a au Congo. Même les histoires de la rue, vous amenez à la place publique, vous en tant que responsable, sans vérifier, vous passez à la télé, vous donnez la peine aux médias, on vous a fait dire des choses incohérentes. Allez, les Congolais doivent aujourd'hui constater avec amertume que nous n'avons pas de leader. Oh, la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Ce papa-là, si vous dit quelque chose, quelle que soit la nuit des temps, ça devrait vous rattraper. Voilà, aujourd'hui, on a des politiciens calqués sur les informations parce que j'ai boutiqué une information chez moi, comme je suis proche de Hervé, et je donne l'information à Hervé, et voilà, tu divulgues l'information que tu ne maîtrises pas. Mais alors, allons-y à la réalité. Est-ce que l'aventure de Jeep a commencé aujourd'hui? Nous l'avions vu au Conseil de la République, que mon père fit parmi les députés. Ils ont reçu les X-Files. Après le Haut Conseil, nous avions vu les Jeep Nissan avec Caméré. Après le Jeep Nissan. Bien avant même Vital. Bien avant Vital, c'était mais attends, c'était avec Olivier Kamitatou. C'était avec Olivier Kamitatou. Nous l'avions vu. Alors dites-moi, est-ce que c'est une pratique qu'on connaît ou on ne connaît pas? Dans les lignes budgétaires, on dit on va soustraire, c'est un crédit que l'Assemblée nationale a octroyé et à volonté. Vous pouvez souscrire ou pas, et la marque Hyundai va récupérer ses véhicules. Donc, on n'a pas intérêt à ça. Il y avait un flou qui avait été, je ne sais pas moi, installé par les députés ou par les présidents lui-même, mais là, on a quand même des éclaircissements. Les cafouillages entretenus autour de ces véhicules prouvent à suffisance ce que le fait Étienne Tshisekedi avait dit. Lorsque nous serons au pouvoir, il n'y aura plus l'opposition dans ces pays. Voilà. Fayoulou est là. Non, s'il vous plaît. Fayoulou est là qui fait une déclaration sur 500 jours. Ah non, mon cher ami PCP que j'ai sali en passant, je sais que mon ami ne veut pas parler de bêtises comme... mais tu sais que Fayoulou est président comme PCP, mais aussi président de ADD. Donc, ils sont pareils. Donc, moi, je me dis toujours, ça c'est un faux débat. Parlons de la nation, parlons de la République. Ça serait mieux que parler une affaire de Jeep qui est ni sans tête ni queue. C'est pas important. Le président a évoqué aussi les cas Vital Caméré. Bien avant cela, le président, déjà au cours de la semaine, lors d'une interview accordée à Jeune Afrique, le président avait mis en garde les sociétaires de Vital Caméré qui, selon lui, jouaient avec le feu. Alors là, le président a parlé de Vital Caméré. Il estime que c'est un homme sérieux, c'est un homme honnête, crédible et qui peut encore jouer un rôle important dans ces pays. Est-ce qu'on peut dire d'une personne qui a été condamnée pour détournement des deniers publics qu'il est sérieux? Voilà, il y a un problème. Vous savez qu'Hervé, moi je peux te dire, Hervé, tu es moins sérieux. C'est comparativement à quelque chose. Je ne peux pas dire tu es moins sérieux. Moi je veux dire, Olivier, tu es moins sérieux par rapport à Bossembe, par exemple. Mais le président dit, Vital Caméré, c'est un homme sérieux. La sérénité d'une personne ne justifie pas le détournement du fonds des deniers publics. Je ferme la parenthèse. Une personne sérieuse peut détourner. Voilà ce qui justifie, ça n'engage qu'Antoine Félix Tshisekedi seul, ces propos-là, parce qu'il savait qu'il avait un collaborateur, mais par contre, c'est le collaborateur qui a abusé à la confiance lui octroyée par le chef de l'État. Écoutez, nous sommes appelés à gérer la République demain. Nous sommes appelés à travailler pour la République. Nous devons avoir un caractère ou un comportement exemplaire. Si M. Vital Caméré, qui est en prison, que je salue aussi, s'est retrouvé dans cette situation, c'est qu'à lui de présenter les moyens de défense. Et s'il ne le fait pas, c'est à lui. Mais Antoine Félix Tshisekedi, il dit que c'est un homme sérieux.
Et en plus, il attire la sonnette d'alarme aux irresponsables qui sont dans le parti de Vital Kamerhe, qu'on ne joue pas avec le fait. On ne joue pas avec le pouvoir. Est-ce que ce n'était pas trop fort pour quelqu'un qui... Ça ne pouvait être très fort, parce qu'aujourd'hui, la personne qui a pris l'étendard de l'INC n'a pas bien joué la carte. Écoutez, vous étiez ministre. Vous parlez de Billy Kambale. Effectivement. Je les cite parce qu'il en a fait devant le public. Je crois que Willy Kambale a été mal barré. Et je me pose la question, est-ce qu'il n'a pas eu les conseils de Vital Kamerhe qui se comporte un homme sérieux toujours? Tous ces temps où il était ministre, il n'avait jamais... Il ne l'a jamais fait par honnêteté intellectuelle. Le gouvernement par, je ne sais pas moi, par... S'il était sérieux plus que Vital Kamerhe, il devait le faire ou par compassion. Par compassion, voilà. Il devait plutôt démissionner pour dire, on a arrêté mon chef. Unilatéralement, moi je démissionne. Mais il ne l'a pas fait. Plutôt, il a joui de sa prise de position par rapport au gouvernement. Mais écoutez, ça sont des bobards, ce sont des débats de caniveaux. Et ça n'inspire pas confiance à un homme comme celui-là. Très bien, on continue toujours avec la sortie médiatique du chef de l'État. Le président a mis aussi les points sur les comportements de nos magistrats. Et là, le président a été aussi très dur vis-à-vis de ces hommes qui portent les toges. Le président a même été allé plus loin pour dire qu'il y a des magistrats aujourd'hui pour 400 $ seulement. Il peut tout chambouler. Est-ce que le président a été dur vis-à-vis de ces gens? Le président sera toujours dur parce que nous aussi, nous serons durs envers le chef de l'État. Parce qu'il en a demandé. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je serai toujours dur envers le chef de l'État. Aussi longtemps, il fait traîner encore les mandataires publics. Ça, j'attire son attention. Il est temps qu'il puisse prendre une décision comme il le fait sous d'autres domaines. Donc, il doit prendre une bonne décision pour les militaires parce que l'état-major a présenté beaucoup de faiblesses. Et cela a poussé que lui-même puisse avoir un état-major avancé à Goma. Rentrons sur les cas de magistrats. Très chers magistrats, je crois que le chef de l'État n'a pas tort. Il y a, à un moment donné, tout le monde décrit que nous avons une justice à deux vitesses. Mais attends, comment expliquer dans un État qui se veut un État de droit, un magistrat peut céder à n'importe quel moment devant un justiciable de l'État? Et le magistrat parvient même à appeler le justiciable au téléphone pour lui dire, écoutez, amène-moi autant, et voilà ce qui va se passer. Non. Nous voulons une justice équitable. Et dans cette justice équitable, le peuple va se retrouver et ça sera le décollage de la République. Très bien. Et une justice distributive. Et cette justice-là va aider les Congolais de rentrer dans leurs droits. Parce qu'il y a deux classes qui s'est créées, qu'on nous a fait créer. Parce que depuis la nuit des temps, il y avait toujours 3 classes. Mais aujourd'hui, la classe moyenne n'existe pas. Les pauvres s'appauvrissent plutôt, et les riches s'enrichissent. Et les magistrats devaient faire son travail. Lorsqu'il y a d'enrichissement illicite, ou il y a détournement de fonds, les magistrats devaient faire preuve de l'équité et de la déontologie. Alors, une dernière question en rapport avec les magistrats. Que font les présidents de la République, les premiers ministres et l'ensemble du gouvernement pour mettre ces magistrats dans de bonnes conditions? Les pays soient épargnés de la corruption. Oui, c'est vrai, ça c'est une gangrène qui pose un peu de problèmes au niveau de la gestion de la justice congolaise. Mais je crois que Paris n'était pas construite en un jour. Donc, nous devons avoir la patience parce que hier, on avait un problème de matelas économique. Aujourd'hui, au moins, on a le souffle de vie. Donc, c'est question que les magistrats aussi fassent un bon travail pour aider le chef de l'État à recouvrir tous ces détournements de fonds, tous ces enrichissements illégaux, et ça produira plus de bénéfices à l'État congolais, et l'État congolais mettra les magistrats à leur aise. On va boucler les dossiers président de la République avec cette dernière question. Le président a répondu à la question relative à son salaire. Alors, là, les Congolais sont un peu inquiets. Depuis, je ne sais pas moi, mais depuis Mobutu jusqu'à ce jour, on n'a jamais connu le salaire que touche les présidents de la République. Au début de son mandat, Félix Tshisekedi, selon certaines sources, toucherait 16 000 $.
Mais là, on a posé la question au président de la République. Combien vous gagnez par mois? Le président dit qu'il ne connaît pas son salaire. C'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Mais il poursuit en disant que ce n'est pas exorbitant. Est-ce que le chef de l'État ne s'est-il pas contredit? Il ne s'est pas contredit, mais plutôt il voulait faire voir aux gens. Mais écoutez, est-ce que vous savez les salaires de l'ancien chef de l'État? Vous ne voulez pas... J'ai commencé par évoquer cela. De Mobutu à Joseph Kabila, jamais on avait connu les salaires qu'il touchait. Mais du moins, aujourd'hui, nous savons que l'ancien chef de l'État touche 600 000 $. Ce n'est pas un secret. Alors, pourquoi vous voulez en faire un problème? Moi, je ne vois pas. Si au moins lui peut toucher 1 million de $. Mais il faut rappeler que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, c'est deux philosophies différentes. Oui, effectivement. C'est le jour et la nuit. Effectivement, mais comment vous voulez me faire avaler? Vous voulez me faire parler quelque chose que lui-même n'a pas déclaré. Je ne sais pas les dire, mais plutôt, il y a des lignes budgétaires. Pourquoi vous voulez seulement poser la question au chef de l'État? Vous n'êtes pas la poser au Premier ministre pareil. Pourquoi pas poser à l'argenté du gouvernement qui est le ministre des Finances? Moi, personnellement aussi, ça me porte peu. Aussi longtemps, d'ailleurs, il a dit, ce n'est pas exorbitant. Très bien, on va parler cette fois-ci de Matata Ponyo Augustin, Mapon, l'homme à la cravate rouge, les patrons de l'université Mapon, les sénateurs, les députés provinciaux, les députés nationaux, professeurs également, qui est pour la deuxième fois dans les collimateurs de la justice, dossier des victimes de la zaïrianisation. On parle d'une somme de plus de 140 millions de $. Et c'est Matata qui serait également impliqué dans cette affaire. Alors finalement, est-ce que ce n'est pas un dossier de trop pour Matata Ponyo? Mon cher ami, je crois qu'une bagatelle somme de 140 millions de $. Imaginez combien de policiers qui traînent dans la rue aujourd'hui, ils n'ont pas de salaire. Combien de policiers n'ont pas de logis? Combien de médecins? Combien d'infirmiers? Combien d'enseignants? Oh là, Seigneur, le Congo. Mon Congo va mal. Mais ce Matata nous a démontré ici, il dit la bonne gouvernance, il est sorti de l'école de la Banque mondiale. Quelle hypocrisie. Bonne gouvernance, troïka stratégique. Troïka stratégique. Dernièrement, je suis tombé sur un document où on payait les gens, les membres du troïka stratégique. Je l'ai appris aussi. Mon cher ami... et même l'actuel président du Sénat serait impliqué. Ça choque. Toujours utiliser les conditionnels. Ça choque. Oui, ça choque ce genre de comportement. Il y a un détournement naturel dans le veine. Et M. Matata, je crois qu'il n'a pas la mémoire tranquille. Et il ne sera jamais tranquille au Congo. Aussi longtemps, il ne répondra pas devant la justice. Mais Matata a toujours dit qu'il était prêt à répondre de ses faits devant la justice. Mais par contre, ce sont ses collègues sénateurs qui empêchent à la justice de mettre la main sur Matata Ponyo. Alors finalement, comment ça va se passer? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de tirer les choses au clair par rapport à tout ce qui est reproché à Matata Ponyo? Est-ce que Batou Kobo, qui va recevoir Matata lundi 4 juillet parce qu'ils sont déjà en vacances parlementaires, sera-t-il à mesure, je dirais, de livrer Matata Ponyo? Chers sénateurs, il est grand temps de prendre une bonne décision. Chers sénateurs, il est grand temps que la conscience nationale puisse revenir. Chers sénateurs, il est grand temps de défendre l'intérêt général. Mais ce Matata, c'est un seul individu. Et vous, vous êtes appelés, demain après demain, à justifier votre mandature. Écoutez, être le protectorat d'un détournement, être le protectorat d'un détourneur, que vous va cela? Dites-moi, vous êtes appelé sénateur. C'est la chambre de la sagesse. Moi, je ne voulais pas parler de Matata Ponyo parce que c'est ridicule. S'il était de ma famille, j'allais le voir et j'allais beau les conseiller pour dire, allez y répondre. Affûtez vos armes, affûtez la défense pour qu'ils aillent répondre. Mais écoutez, le ridicule ne tue pas dans ce pays. Et ce genre de comportement, vous tenez des conférences de presse. Qu'est-ce que vous voulez faire avaler à la population? Non, non, il est grand temps que chacun de nous puisse prendre conscience plutôt, que la chose publique, on ne les gère pas d'une manière caporale. Mais la chose publique doit être gérée d'une manière à privilégier l'intérêt général. 140 millions de $ à un seul individu. Et puis, c'est une mémoire des gens qui ont perdu leurs affaires. Hier, c'était Boukanga Lonzo. Mais M. Matata qui ne puisse pas oublier. Il peut échapper à la politique aujourd'hui. Il peut échapper à la justice aujourd'hui avec les infractions telles que les détournements. Mais
On peut toujours ramasser M. Matata pour avoir commettre un bévue inconsciemment. Ça arrivera aussi longtemps que cet argent-là appartient au peuple congolais. Il y a combien de mamans qui prient pour ça? Non. S'il était de ma famille, moi, je vous dis, je ne le fais pas comme analyste politique, je le fais comme un frère. Parce que je le vois prier à l'église là-bas. Et si son pasteur ne peut pas le prêcher? Allez, que fait l'église? Le rôle de l'église, c'est d'amener les âmes vers le Seigneur. L'église, je crois, devrait jouer la carte. Mais l'église pour aider. On devrait être sincère devant sa conscience. Est-ce que M. Matata est sincère devant sa conscience? Et si on doit utiliser la presse pour qu'il y ait contradiction, mais ce sont les mêmes arguments qui peuvent amener devant la justice. Est-ce que Matata Ponyo est seul dans cette affaire? Parce que selon mes recherches, cette affaire a commencé depuis que Matata était d'abord ministre des Finances. Et là, le chef du gouvernement, c'était Adolphe Muzito. Pourquoi on ne peut pas aussi se rabattre au niveau de Muzito? Je n'ai jamais été partisan de Muzito, non plus son porte-parole, mais je crois que M. Muzito est parlé de cette affaire. L'affaire, on n'a pas cité M. Muzito. On a cité M. Matata Ponyo Mapon et qui a répondu succinctement auprès du Sénat. S'il vous plaît. Non, ne faisons pas l'amalgame. M. Muzito a fait son temps. M. Matata est venu. Il a fait son deal. Nous l'avions entendu. Parce que si l'Assemblée nationale a accepté les élus d'aller répondre à la justice, pourquoi pas Matata Ponyo? Les sénateurs, vous êtes appelés à être matures. Sinon, alors, le Sénat est déjà en vacances parlementaires. L'Assemblée nationale continue encore de siéger. Là, c'est le bureau qui va recevoir Matata Ponyo, qui va l'écouter. Je pense que c'est aussi le bureau qui va décider. Alors, quelle est l'attitude que Bahati Lukwebo doit prendre maintenant? Est-ce que Bahati Lukwebo se sent toujours redevable de Matata qui fut son chef du gouvernement? Si M. Bahati se sent redevable devant Matata, je regrette beaucoup. Je n'ai rien affirmé. Mais justement, si, j'ai bien dit si. Mais je ne pense pas à cet homme de caractère pour savoir cette attitude-là. M. Bahati était à la société civile, il a bien conduit la société civile, si bien qu'il était président naturel de la société civile, mais en fait de compte, il s'est plongé à la politique. Et aujourd'hui, il est président du Sénat. Et je crois qu'il devrait prouver au monde entier que c'est un homme transformé. C'est ce que j'ai dit. Vous pensez qu'il n'est pas encore transformé? Vous avez des doutes sur sa transformation? C'est un humain, avec des imperfections. Très bien. On va prendre les derniers thèmes de l'émission. Les dossiers CENI, ça brûle. On ne sait pas qui doit diriger cette institution d'appui à la démocratie. Il y a des partis politiques qui se mêlent, les confessions religieuses qui se battent. Finalement, qui doit être désigné président de la CENI? Parce qu'il semble que les violents tardent à s'accorder au niveau des confessions religieuses. Que faire aujourd'hui? La corde du mensonge est très courte. Quand on va mentir, vous savez que c'est de peu de temps seulement. Écoutez, la question de la CENI me rend à un moment donné perplexe. Parce que les confessions religieuses, l'église du milieu au village, devront nous prouver comment ils sont capables de résoudre les problèmes qui sont dans la société. Parce que les politiques ont déjà des idées derrière la tête avec leurs petits projets. Si bien, je ne sais pas, salutaire ou maléfique. Mais quand les politiques créent déjà la confusion en disant on devrait dépolitiser la CENI, mais c'est déjà un mensonge. Un mensonge grossier où on ne peut jamais dépolitiser la CENI. L'organe qui va gérer les élections doit être apolitique. Mais ce n'est pas l'armée non plus. Ce n'est pas la fonction publique non plus qui est l'administration. Mais par contre, la CENI, les hommes des églises ou les princes de l'église devraient être exemplaires. Aujourd'hui, les politiques viennent comme les aigles par rapport à la CENI. Ils savent, ils ont un agenda. Mais aujourd'hui,
les confesseurs religieux sont pris dans les pièges des hommes politiques. Il n'y a pas moyen de dépolitiser. Ça, c'est un élément. De deux, par rapport à la loi. Mais écoutez, quelle loi qui ne pouvait pas subir des transformations ou des changements? Dans quelle nation? Dans quelle planète? Non. On a mal compris la CENI. Aujourd'hui, on ne peut pas tout chambarder parce qu'il y a des besoins de la cause. Non. Mais on pouvait bien aménager ce qu'on a fait. Allez, je vois les leaders de l'AMICA passer à la télé, à la radio pour dire que non, on doit débouter cette loi-là. Mais il reconnaît ça en qui? Lui qui se prétend être le président légitimement élu. Il va envoyer ses sympathisants dans la rue. Non, n'envoyez pas la jeunesse. En janvier 2000. J'aimerais voir Fayoulou envoyer la population dans la rue pour réclamer les poissons chéchards qu'on achète à 3 $ en Namibie et 47 $ à Kinshasa. Là, je demande à la population de le suivre. Mais si ce n'est que pour que Fayoulou puisse avoir le pouvoir, mais c'est une bêtise. Et ce sera un peuple inconscient. Non. Mais c'est Fayoulou, je m'adresse à vous. Il est grand temps que tu puisses envoyer la population d'aller réclamer les sociales, le pain, l'eau, l'électricité. Mais si vous faites sortir la population pour la CENI, M. Fayoulou, je regrette, il faut attendre 2028. Vous regrettez pourquoi? Non, parce que là, à ce moment-là, je constate il y a manque de formation auprès des Fayoulou. C'est de son droit, il estime que l'actuelle loi électorale ne garantit pas un processus crédible. Qu'il n'utilise pas la population qui est déjà meurtrie, qui souffre. Mais c'est le langage des politiciens, de vous politiciens. Je n'en disconviens pas, mais pas dans l'amalgame et dans la démagogie. C'est un mensonge. C'est un mensonge grossier. C'est ce que vous avez toujours fait. Non. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est l'état des droits. Vous avez envoyé les gens ici dans la rue en 2018, élection sans machine à voter, machine à tricher. Vous avez traité cette machine de tous les noms. Mais finalement, vous êtes allés aux élections avec les mêmes machines. Oh là! Et c'est les mêmes machines qui ont fait Félix Tshisekedi du président. Mais attends, Félix Tshisekedi n'a jamais refusé. L'UDPS a changé. Mais écoutez, sois calme, monsieur. Sois calme. Alors, l'UDPS n'a jamais refusé la machine à voter. Vous oubliez l'histoire alors? Non, Félix Tshisekedi a dit nous allons avec ou sans machine. Mais plutôt, les gens de l'AMICA qui diront que nous n'allons pas voter, mais les premiers à aller voter, c'était Fayoulou. Oh non, vous mentez qui? Vous mentez qui? Il faut arrêter. Devoir de mémoire, chercher les archives. La semaine prochaine, je reviens ici pour répondre juste à cette question. Très bien, l'émission touche déjà à sa fin. Alors, la grande question, quelle recette doit-on appliquer aujourd'hui à la CENI, dont pratiquement tous les animateurs ont échoué et tous ont été issus des confessions religieuses. Malou Malou en 2006, Malou Malou des réseaux de tristes mémoires, là n'est pas mon problème. Malou Malou n'a pas réussi, nous sommes arrivés en 2011. Moïmoulou qui est aujourd'hui en prison, la même chose. Malou Malou qui est revenu, bon, et puis il va mourir, il va être remplacé par Corneille Nanga qui sera aussi contesté jusqu'à ce jour. Alors finalement, qui doit désigner la recette est simple. La recette est simple. On commence. Il y a deux critériums. D'abord, le critérium de la méritocratie. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont bien formés par rapport au processus électoral et à la démocratie. Donc, deuxième critérium, nous devons nous étaler sur la situation géopolitique. Et quand je dois parler de la géopolitique, parce que tout le monde craint pour dire que, écoutez, nous constatons que le chef de l'État a pris seulement sa famille. On a tribalisé les institutions. Je l'ai suivi parce que la SENCO a fait une déclaration là-dessus, vous vous rappelez. Mais alors, il est grand temps que les grands Équateurs, les Congo central qui sont abandonnés à leur triste sort, qu'on les amène. Alors, vous parlez de... C'est facile. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Le critérium est simple. Nous avons des gens qui ont beaucoup étudié. Nous avons des gens qui méritent mieux. Et si aujourd'hui nous voyons avec un président de la CENI qui sort du Congo central, ça ne pose pas de problème. Vous avez un vice-président qui sort de l'Équateur, ça ne pose pas de problème. Un président qui sort de l'Équateur, vice-versa, ce n'est pas un problème. Et au niveau de la plénière, il y a eu un changement. Vous avez lu la loi avec moi. Il y a déjà un changement qui profile à l'horizon.
Laissons les choses aller comme ça. Mais j'attire l'attention. Qu'on arrête avec des influences extérieures. Voilà les candidats du président de la République. Ça, c'est salir l'image du chef de l'État. Le chef de l'État n'a jamais amené un candidat au niveau des confessions religieuses. Et nous attirons l'attention des confessions religieuses. Pourquoi ils doivent se donner sur cette démarche-là? Parce que les critériums de la désignation sont déjà là. Et pourquoi ça traîne? C'est là où on veut politiser aussi au niveau des confessions religieuses. Très bien. Il n'y a pas une confession qui dépasse les autres. Tous ils sont au même pied d'égalité. D'abord, d'ailleurs, tous ces prêtres, avocats, évêques, pasteurs bénéficient de nous les chrétiens avec notre argent. Qu'ils arrêtent les manigances là. Qu'on ne nous amène pas des candidats importés. Nous avons besoin d'un choix judicieux fait par les 8 confessions religieuses pour qu'il y ait du sérieux et qui répond aux critériums de la méritocratie. Très bien. On va terminer l'émission avec cette dernière question. Vous avez évoqué un point que j'estime intéressant, c'est la question de la géopolitique. Vous allez vous rappeler que lors de la désignation, bien avant la désignation des Malonda, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est devenu, il y a un candidat qui avait été exclu seulement parce qu'il appartenait à la même tribu que les présidents de la République. Alors, à ce jour, à qui doit-on faire confiance? Est-ce qu'on doit toujours nous baser sur la géopolitique pour désigner? Non, mais c'est un critérium que les confesseurs religieux, les confesseurs désignés a de la compétence, mais en étant de la même tribu que le chef de l'État. En quoi ça... Moi, ça ne choque pas. Il suffit qu'il soit congolais de père et de mère. Moi, je m'en réjouis déjà. C'est pas un problème. Par rapport aux tribus, tout et tout. D'ailleurs, au siècle actuel, on ne parle pas trop des tribus. Mais par rapport à la géopolitique, ça vaut de la peine. Nous sommes des Africains. Vous savez, quand on parlait de la commerce nord-nord, sud-sud, vous avez vu les résultats sur cette terre. Mais la CENI, nous l'avions vu à l'époque de Kabila, il n'y a que les Katangais et les Swahiliphones qui sont passés par là. Vous n'allez pas me dire le contraire. Et si aujourd'hui on joue aussi à la carte d'amener un Nekongo au sommet de la CENI, ça ne pose pas de problème. Si aujourd'hui on amène un trio, un doublé, ou je ne sais pas quoi, un couple, Nekongo et Mungala, au sein de la CENI, ça va jouer. L'émission est terminée. Nous avons besoin de la légitimation. Ça va donner plus de crédibilité et les choses vont aller de mieux en mieux. L'émission est terminée. Wilson Munzemba, la caméra est là devant vous. 10 secondes, on a déjà débordé. Votre dernier message au public, puis on va se séparer. Je demande la maturité des sénateurs. Chers sénateurs, il est grand temps à être pragmatique et souple. 2023 vous attend. La population a besoin de vous. Mais au cas contraire, vous allez subir la sanction de la population. 2. En ce qui concerne la CENI, chers confesseurs religieux, j'en parle comme tel. Vous avez déjà votre plateforme qui est la CIME, que vous travaillez ensemble. Travaillez ensemble en toute honnêteté. Évitez les influences extérieures. Si vous nous ramenez un couple Nekongo et du Grand Équateur, ça nous fera du bien. Parce qu'il est grand temps que les choses changent quand même. Nous devons voir une autre lecture de la politique. Mais que ça ne soit pas une histoire tribale. Et cette histoire de nous amener un président importé, nous n'en avons pas besoin. Et le pasteur qu'on nous fait entendre dans tous les cas, que le chef de l'État lui a donné un candidat. Ce pasteur-là, je crois qu'il est nuisible. Il est grand temps qu'on puisse les dénoncer. Wilson Munzemba, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie, Congo Base, ainsi que toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je vous ai trouvé un peu impulsif aujourd'hui. Je ne sais pas, d'habitude vous avez un tempérament calme. Je ne suis pas amnésique, mais je sais qu'il est vrai qu'à un moment donné, ça choque quand je dois voir que dans ces pays, on doit acheter un carton de chinchards à 3 $, mais on le revend à 47 $. Ça me choque dans les nerfs. Nous avions grandi ici avec les Thomson, où un plateau on le vendait à 10 $. On a là, je vais déborder, sinon j'allais vous poser cette question. Bon, je vous en prie. On va revenir sur ça même prochainement. Je suis prêt à revenir sur ça parce que le chef de l'État est en train de faire un grand travail. Nous devrons l'accompagner. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci de votre sympathique et réelle attention. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.